Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, c'est votre débat chaque soir à 19h30 en direct. Merci pour votre fidélité. On parle ce soir d'un sujet qui est un sujet de préoccupation des Français. Il arrive en 4e position dans un dernier sondage Harris Interactive. L'immigration, c'est un sujet complexe, on va évidemment en parler ce soir. C'est un sujet qui n'a pas été véritablement traité dans les débats télévisés, le débat à 5, le débat à 11. On a peu parlé de cette question de l'immigration. L'immigration, c'est un sujet qui emmène avec lui plein de sujets connexes. La crise des migrants, la question de la laïcité, la peur de l'islam, mais aussi les travailleurs détachés, qui était d'ailleurs le seul thème sur lequel il y a eu un débat dans le débat à 11. On fait le point ce soir parce que il y a deux candidats qui monopolisent un peu l'espace sur cette question. Il y a évidemment le Front National qui en a fait un thème de campagne, mais pas que cette campagne 2012-2017, mais la campagne de 2012. Et puis il y a Benoît Hamon qui lui aussi développe la thématique de l'immigration sur le multiculturalisme, vantant bien la force justement des émigrés qui ont construit la France, qui ont construit notre pays. On va en parler ce soir parce qu'il y a d'autres candidats, bien sûr, dont Jean-Luc Mélenchon, qui a eu parfois des positions orthogonales qui ont peut-être pu choquer à gauche sur cette question de l'immigration. On fait le point ce soir, évidemment, en direct, lcp.fr. Le JDD, notre partenaire, il y a plus de 5000 votants ce soir à la question qui vous a été posée. Vous avez donc été très nombreux à cliquer sur le site. Et puis, venez vous exprimer sur notre page Facebook CVR. Bernard Monod, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député européen Front National. On vous présente, d'ailleurs, j'ai lu ça en préparant l'émission, comme le futur ministre de l'économie du futur gouvernement de Marine Le Pen. C'est ce qui se dit, ce qui s'écrit. En tout cas, vous avez travaillé sur le programme économique de votre candidate. Merci d'être là. Danielle Simonet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la porte-parole de la France Insoumise, ce qu'est le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, qui a le vent en poupe, d'ailleurs, depuis quelques jours, quelques semaines. Les sondages vont bien du côté de la France Insoumise. On vous écoutera parce que c'est vrai que les positions de Jean-Luc Mélenchon sur l'immigration ont suscité quelques réactions, quelques vives réactions à gauche chez les écologistes, et on va les commenter avec vous dans quelques instants. Jean-Luc Bourlange, bonsoir. Ancien député européen, ancien vice-président de l'UDF, et vous ce soir vous soutenez, enfin en tout cas vous soutiendrez Emmanuel Macron. J'ai voté Juppé à la primaire, mais je soutiens Emmanuel Macron dans cette élection. Qui défend l'Europe. D'ailleurs, il l'a dit pendant ce débat à 11, je suis le seul candidat à défendre l'Europe sur ce plateau. François Héran, bonsoir. Vous êtes démographe, ancien directeur de l'Institut national des études démographiques, l'INED. Vous en êtes aujourd'hui, je crois, directeur de recherche. Et je me suis plongé avec beaucoup d'intérêt dans ce livre. Il vient de sortir. Ne le manquez pas, ce livre, Avec l'immigration, mesurer, débattre, agir. C'est pas un livre de chiffres, c'est pas des tableaux à double entrée. C'est un livre passionnant qui raconte aussi votre travail de chercheur et la manière dont, pas que les politiques d'ailleurs, mais aussi les éditorialistes, ceux qui font l'opinion, se sont emparés de cette question de l'immigration. C'est un livre passionnant à découvrir aux éditions de la Découverte. Oui, il faut citer l'éditeur, ça fait toujours plaisir aux éditeurs. Regardez ce face-à-face parce qu'il y a évidemment une thématique forte, cette question de l'immigration qui clive. C'est un sujet très clivant qui suscite des polémiques à chaque élection présidentielle. Écoutez d'un côté Marine Le Pen, écoutez de l'autre Benoît Hamon. Le contraste est saisissant. Écoutez-les. Nous ne voulons pas des migrants de Madame Merkel. Nous ne voulons pas de l'immigration économique qu'un certain patronat voudrait nous imposer pour faire baisser les salaires et voir grandir ainsi leurs profits privés. Quand le coût, bien entendu, de cette main-d'œuvre est mutualisé, c'est-à-dire payé avec de l'argent public en puisant dans vos poches. Comment aurait-on reconstruit la France sans les Polonais, sans les Portugais, sans les Italiens, sans les Espagnols, sans les Marocains, sans les Algériens, sans les Sénégalais? Comment? Tartuffe que vous êtes! François Héran, je donne la parole à l'expert parce que vous avez travaillé sur cette question, l'INED, très près de l'INSEE d'ailleurs, ces chiffres pour essayer d'analyser. Comment vous regardez ces deux prises de position très contradictoires, très clivantes? Elles sont effectivement à l'opposé. C'est vrai que c'est un sujet complètement passionnel. C'est un sujet sur lequel il y a des controverses, même sur les faits, sur les données. Elles sont controversées dès le début. Moi, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années à l'INSEE, puis j'ai travaillé ensuite à l'INED. J'ai alterné entre les deux instituts, entre la recherche publique, la statistique publique. Je veux dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir d'abord, c'est d'alimenter le débat public par des données qui soient aussi factuelles que possible. Alors, c'est difficile. C'est compliqué, hein. Mais comme je le décris dans mon livre, on a énormément progressé en 20 ans.
je suis très frappé de voir que les principales contestations qui existent sur les statistiques sont pour la plupart désuètes. Enfin, l'information a peut-être très mal circulé, hein, mais ça fait, par exemple, 20 ans que nous savons combien il y a d'enfants d'immigrés nés en France qui vivent dans le pays. On dit toujours que si on savait quelque chose sur l'origine des migrants dans les prisons, qu'est-ce qu'on ne saurait pas? Eh bien, nous avons fait une enquête dans les prisons où il y a la proportion de migrants et d'enfants de migrants dans les prisons. Ça a pu être fait, ça existe. Donc on sait presque tout finalement. Mais c'est ça qui est très frappant, c'est qu'il y a des attaques constantes sur les tabous ou l'omerta statistique qui existerait dans ce domaine, alors qu'en réalité des progrès considérables ont été faits, les tabous ont été brisés, souvent nous l'avons fait sans tambour ni trompette. Alors ça c'est peut-être notre tort, mais ce qui se passe c'est que ce qui manque c'est de pouvoir répéter un peu ces enquêtes, répéter ces expériences, elles coûtent quand même, elles sont assez complexes. Identifier les migrants dans la population générale, c'est pas si facile que ça. Et donc, voilà. Mais ce progrès de la connaissance sur les immigrés est vraiment, mais très généralement méconnu, et il est méconnu pas seulement au Front National, dans un certain nombre et notamment aussi par les médias. Bernard Monod, Daniel Simonet, là, évidemment, ce n'est pas votre candidat, Benoît Hamon, votre candidat, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il y a cette volonté de multiculturalisme, d'expliquer que la France s'est construite à travers ces migrations, les Polonais, les Italiens. Mais c'est pas faire du multiculturalisme que d'invoquer la grande variété des origines migratoires. Il faut rappeler, si vous voulez, le phénomène fondamental, c'est qu'aujourd'hui, en France, vous avez une personne vivant dans le pays sur 4, quasiment une personne sur 4, est soit immigrée, ou soit d'origine, soit enfant d'un ou deux immigrés. C'est considérable. Donc la question de savoir si on est pour ou contre un quart de la population perd complètement de son sens. À mon avis, c'est ça la base de départ. Et le débat sera adulte, sera mûr, quand on aura dépassé ce stade d'être pour ou contre l'immigration. Face à face, deux regards de position. Je commence par Daniel Simonet et bien sûr Bernard Monod. On entendra les propositions du Front National parce que, vous le dites, depuis 2012, Marine Le Pen reste sur les mêmes chiffres, sur cette même volonté de réduire l'immigration. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon a choqué. J'ai lu des petites phrases de Julien Bayou, mais il dit mais si c'est pour fermer les frontières et empêcher les immigrés de venir en France, ça va mal se passer. Il y a eu pas mal de petites saillies de votre camp, à gauche, qui ont dit on ne comprend pas ce que veut nous dire Jean-Luc Mélenchon. J'ai noté cette petite phrase. Il faut cesser de croire que les gens partent par plaisir, donc éteignons l'un après l'autre les causes de leur départ. Elles sont très simples, c'est la guerre et la misère. Sauf que éteindre les guerres, les misères, enfin je veux dire, ça peut prendre des siècles. Comment on fait, excusez-moi, sa position par rapport à celle de Benoît Hamon qui valorise ces migrations, il ne dit pas ça, Jean-Luc Mélenchon. En fait, Jean-Luc Mélenchon dit deux choses. D'abord, on est un peuple métissé. Ce qui fonde le peuple, c'est pas d'où les uns et les autres nous sommes nés, de quelle origine nous sommes, mais c'est le fait qu'on appartienne à une communauté de destin. Nous sommes un peuple métissé et la République garantit l'égalité des droits. Et nous sommes foncièrement attachés au droit du sol. Maintenant, il y a un regard à porter sur le fait que l'immigration, je suis d'accord avec ce que vous dites. Il n'y a pas à être pour ou à être contre, c'est un fait qu'il faut prendre en compte sous toutes ses facettes. Et le fait d'immigrer de plus en plus est toujours une souffrance pour celui qui part, parce qu'on est quand même face à beaucoup de migrations que les gens sont contraints de faire. Moi, je parle de migration contrainte du point de vue on est obligé de s'arracher de là où on vient pour essayer de survivre. Et cet arrachement à son pays pour survivre à des guerres, pour survivre à des catastrophes climatiques, pour survivre à la misère, est d'abord le fruit d'un parcours terrible et de souffrance. Combien sont morts en Méditerranée. Et donc oui, il y a une nécessité absolue de garantir les conditions d'accueil pour toutes et toutes, et de se rendre compte par ailleurs que le solde migratoire est relativement stable. Je regardais depuis 2006, entre 2006 et 2013, entre les entrées et les sorties du territoire, on est sur un solde migratoire de 45 000. Bon, finalement, on est dans une situation qui n'est pas le côté complètement inquiétant que l'extrême droite peut faire pour faire croire qu'il y a un problème de l'immigration. Non, il y a un problème avec la finance, il y a un problème des banquiers, mais il n'y a pas de problème des immigrés. Par contre, moi nous sommes internationalistes et nous sommes... moi j'aime beaucoup par exemple échanger avec... Vous n'êtes pas socialiste. Écoutez, il dit entre ceux qui hurlent sans réfléchir et s'en remettent à des expédients sécuritaires sans consistance et ceux pour qui il est normal que tout le monde puisse venir où il veut, quand il veut. Il met dos à dos le Front National et le PS. Oui. Et Jean-Luc Mélenchon dit moi je suis pas angéliste. En fait, et je suis pas non plus du Front National.
internationale. Excusez-moi, c'est pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, pas la même suis ligne. souvent en échange, par exemple, avec Aminata Traoré, qui est une ancienne ministre du Mali. Je suis souvent en lien avec différents partis, frères, amis, que ce soit au Mali, que ce soit en Tunisie, que ce soit dans différents pays, qui nous disent il faut absolument stopper les causes, c'est-à-dire agir et lutter contre les politiques de libre-échange, lutter contre ces politiques qui vont piller nos pays, qui vont alimenter la corruption et qui vont nous forcer à voir partir bien souvent les meilleurs des nôtres qui pourraient mener la bataille de la reconstruction de l'État social. Donc il faut reconnaître qu'il y a parfois derrière les discours angélistes, il y a aussi, c'est pas des discours angélistes, c'est les discours utilitaristes avec lesquels je ne suis pas d'accord. Les discours utilitaristes de l'immigration. Tels que par exemple, qui peuvent rejoindre. Terminé, parce qu'on va faire tourner la parole. Allez-y. Qui pouvaient rejoindre les propos de Nicolas Sarkozy que je trouvais insupportables, sur qui était finalement sur l'immigration choisie, de dire ben voilà, si c'est des grands diplômés, on est ravis, ils construisent le pays. Ça n'a pas marché, dit François Héran. Quel scandale! Il faut accueillir toutes celles et ceux qui sont là parce que bien souvent nous sommes responsables, mais il faut surtout créer les conditions pour qu'ils puissent vivre heureux dans leur pays. Et je pense qu'on a une responsabilité d'arrêter. Intervenez Jean-Luc Bourlange et Bernard Monod, parce qu'il y a des choses précises qui sont proposées par Marine Le Pen. Nous sommes dans une conjoncture politique. Sur le plan, on voit très bien quel est le problème de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a fait campagne il y a 5 ans sur l'idée nous apportons la même chose que Jean-Marie Le Pen en termes d'anticapitalisme, etc. Mais n'importe quoi, Marine Le Pen n'est pas anticapitaliste, enfin. Mais absolument pas. Elle est pour un capitalisme nationaliste. Alors juste essayons de débattre. Merci. Et elle met en cause les banques, etc. Mais en plus, nous garantissons à la classe ouvrière, nous garantissons les immigrés. Ça a été une des causes importantes de son échec. En 2012. Absolument. Et maintenant, depuis 5 ans, on voit très bien. Non, mais écoutez, moi je vois comme j'analyse, moi je ne suis pas du tout partisan de cette ligne-là, mais je vois bien que depuis 5 ans, que Jean-Luc Mélenchon a compris ça et qu'il côtoie l'idée d'envoyer des signaux qui sont en familiarité avec une certaine xénophobie et qu'en même temps il est retenu. Mais si, sur les balles, c'est complètement faux de dire une chose pareille, monsieur, mais c'est absolument évident. Mais je ne peux pas laisser passer ça. Écoutez, vous le laissez passer, mais vous me laissez parler. Allez, non, vous mentez, c'est diffamant. Vous dites que je mens, mais vous me laissez mentir, n'est-ce pas? Voilà, allez-y, terminez. Eh bien, on voit très bien à quel point son discours aujourd'hui s'est infléchi, et en même temps, on voit très bien qu'il est retenu, comme l'exprime ma voisine, etc., sur cette voie, et qu'il tient un discours extraordinairement ambigu sur cette question, et donc il s'en prend en réalité à l'élargissement de l'Union européenne, à des formes, aux Baltes, aux travailleurs détachés, à tout un ensemble de choses, c'est-à-dire à une forme d'immigration qui lui paraît pouvoir être condamnée par rapport à ses propres principes, mais en réalité, il contourne le problème. Et moi, je crois personnellement, alors ça, sur le fond des choses, je crois que la raison, enfin, je voudrais quand même dire quelque chose sur le fond, c'est que on est dans le fond déjà là. Hein. Non, je parlais uniquement de l'attitude tactique, la complexité tactique de l'attitude de Mélenchon. On voit bien que Mélenchon n'est pas sur la même ligne qu'en 2012, sur beaucoup de plans, notamment sur celui-là. Et orthogonal avec les socialistes. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi nous avons cette difficulté dans la campagne présidentielle. Parce que c'est un problème qui est ressenti avec une extrême vivacité et passion par les Français, et qu'en réalité, quand on regarde les choses, comme l'a dit M. Héran, on s'aperçoit que les solutions ne peuvent être qu'à très long terme. On s'aperçoit qu'elles sont toutes, non pas de choix fondamentaux, mais d'exécution, que ce sont des services publics, l'éducation, l'apprentissage du français, la police, qui n'est pas en mesure de faire respecter un certain nombre de mesures. C'est un problème d'exécution qui se pose. Et en même temps, nous voyons bien que la solution passe par des solutions modérées, des solutions d'équilibre. C'est-à-dire que si on est fidèle à nos principes, on doit respecter le droit d'asile. Si on est fidèle à nos principes,
principe, on doit respecter le regroupement familial. Et on le fait pas. Si on est, moi je suis partisan. Et Bernard Monod aussi. Si on est partisan de nos principes, on doit admettre des étudiants chez nous, et en même temps, on doit être extrêmement inquiet. C'est là où je ne suis pas d'accord quand vous dites que le problème n'est pas important, par l'extraordinaire mobilité et instabilité de l'Afrique et du Moyen-Orient et la pression. Et là, effectivement, nous devons trouver des solutions qui ne seront pas des solutions de transfert massif de la misère. Vous répondrez juste après. Du sud vers le nord. Il est important à l'échelle mondiale, pas à Daniel l'échelle Simonet, nationale. je vous promets que vous allez répondre parce que on voit bien évidemment la passion que suscitent ces sujets et les tactiques politiques évidemment qui entourent ce sujet. Bernard Monod, c'est important parce que Marine Le Pen, pour être précis, souhaite passer de 200 000 entrées par an, qui est le chiffre moyen, à 10 000 entrées par an. Solde migratoire. Solde migratoire. C'est-à-dire, alors là, François Héran fait une analyse et vous nous éclairerez. Si vous permettez, je vais quand même répondre je vais réagir à une ou deux remarques. D'abord, monsieur le député, en rappelant que le Front National n'est pas anticapitaliste, il a même combattu depuis son origine le communisme, donc bien entendu des idées de monsieur Mélenchon et des socialistes aussi, qui sont des internationalistes. Vous parliez aux ouvriers, c'est ce que voulait dire Jean-Louis Bourlanges. Le chevènementisme de Philippe Nous sommes pour le capitalisme familial. Vous avez plusieurs courants, Bernard Monod. PME, ETI, etc. Voilà les entreprises bien enracinées au niveau national qui créent les emplois. Voilà, donc ça c'est déjà sur ce point. Pour Madame Simonet, je suis en total désaccord avec vous sur les stocks d'étrangers constants, puisque vous avez Les stocks. Oui, c'est ce que vous avez dit. Je parle pas de stock, moi, c'est des êtres humains. Voilà, bon. Donc, si vous voulez, vous avez naturalisé et régularisé à tour de bras depuis des années, voire des décennies, l'UMP avant vous, et puis les socialistes et bien entendu les gens de gauche. Donc, à partir de là, si vous voulez, c'est effectivement le stock est constant, mais après naturalisation successive. Donc déjà, on n'est pas d'accord, puisque si on cumulait le tout, on arrivera à des montants d'étrangers très importants. Monsieur Héran l'a dit tout à l'heure. Donc c'est un Français sur 4, grosso modo, qui est étranger ou d'origine. Première ou deuxième génération. Si vous les cumulez, c'est-à-dire que mes beaux-parents portugais, vous les mettez toujours... Arithmétiquement, année après année, vous les cumulez. Pour ceux qui vont regarder ce soir, c'est ce qui s'est passé depuis qu'est-ce que vous dites le aux regroupement Français familial en 76 avec monsieur Giscard d'Estaing et monsieur Chirac. Vous avez un cumul d'étrangers qui ont été naturalisés, qui sont devenus français après régularisation. Et pour vous, ils ne sont toujours pas français ? Mais ça reste, oui, depuis 40 ans, oui. Mais ceux qui sont rentrés ces dernières années restent des Français de papier. Vous voulez casser les familles, c'est quand ça même reste pour des défenseurs des valeurs familiales, ça colle pas. Oui, mais ça, c'est une manière de faire une filière supplémentaire. Bernard Monod, juste, on va attendre François Héran, parce que dans son livre, La politique hors sol du Front National, il traite cette question dans un de ses chapitres. Mais on fait comment pour passer de 200 000 à 10 000, juste votre réponse, parce que vous ne dites pas immigration zéro, parce que vous savez que ce n'est pas possible, mais comment fait-on pour arriver à 10 000 ? Vous dites on mettra tous les moyens policiers possibles, on mettra des frontières, personne ne passera. C'est possible, parce qu'en 2012, elle le proposait, et globalement, ça paraissait déjà à l'époque impossible. Comment faisions-nous dans les années 70-80, avant que les règles se mettent en place de l'Union européenne, de libre circulation des personnes, etc. Il y avait moins d'immigration. Beaucoup moins de pression, oui. De pression, oui, tout à fait. Mais vous rétablissez des filtres avec des contrôles en amont, en aval, et puis vous mettez en place surtout un dispositif qui ne soit pas incitatif pour attirer l'immigration du monde entier. Parce que vous croyez sans compter les plans migratoires de 2015 qui ont été rajoutés avec l'Union européenne, qui sont complètement, c'est une filière supplémentaire. La Convention de Genève, je suis désolé. D'étrangers qui sont rentrés partout en Europe. Nous devons honorer y notre compris parole internationale. Nous avons pris des engagements internationaux qui sont notre civilisation. Nous devons les assumer. Pas nous, monsieur. Attendez, Bernard Monod, j'imagine que vous êtes choqué finalement par les propos de Benoît Hamon. La continuité de l'État. La France a pris des engagements. Moi, je suis plus choqué. Hein. Ça vous choque ce que dit Benoît Hamon quand il dit que cette France est construite avec les Polonais, les Italiens ? Je suis choqué des actes et des faits. Nous avons, comme le dit le professeur, environ 15 à 16 millions d'étrangers d'origine de première, deuxième génération. Oui, depuis qui sont devenus français entre-temps. Nous sommes d'accord. Je peux vous lire, Bernard Monod, c'est un morceau, un passage du livre. 15 à 16 milliards sur 65... millions sur 65 millions, c'est quand même considérable. Je peux vous lire juste le petit passage, ça va faire plaisir à Bernard Monod. C'est à la page 96. Le Front National va répétant que tout gouvernement confondu, les politiques migratoires menées depuis les années 70 ont été laxistes et suicidaires parce qu'elles ont absorbé des millions de musulmans qui mettraient en péril l'identité de la France. Mettons les pieds dans le plat, puisque vous dites aussi que derrière cette question, c'est la phrase citée du livre. Est-ce qu'il y a ce lien permanent entre cette question de l'immigration et de la question des musulmans ?
Est-ce que c'est Alors, aussi attendez. une des raisons pour lesquelles le débat est sensible? Excusez-moi, mais je pense quand même qu'avant d'entrer là-dedans, il y a un certain nombre de précisions à apporter. Allez-y, vous avez pris quelques Non, notes. c'est quand même important. On naturalise à tour de bras. C'est l'expression que vous avez utilisée. C'est une expression qui a souvent été utilisée par Marine Le Pen. L'OCDE a calculé, parce que c'est un acte juridique qui est parfaitement connu. Enfin, il n'y a aucun problème statistique sur le nombre des naturalisations. L'OCDE a fait harmoniser les données. La France naturalise exactement dans la moyenne européenne, hein, à un rythme qui est très supérieur à celui de l'Allemagne, qui est un cas totalement particulier. Maintenant, l'Allemagne s'y met, inférieur à celui des pays nordiques, supérieur à celui de l'Europe du Sud. Enfin, en gros, on est dans la moyenne européenne. Il n'y a rien d'extraordinaire dans la façon dont nous naturalisons. Après, on peut évidemment envisager les différentes voies d'accès. Le regroupement familial, c'est pas, alors ça c'est un mythe qu'il faut vraiment détruire. Le regroupement familial, c'est pas le vilain M. Chirac ou M. Giscard d'Estaing. Les deux variantes existent, qui un jour, en 78, par négligence, auraient tout à coup décidé d'accorder le droit familial aux émigrés. Non, c'est un droit qui a été dégagé, c'est une formule très importante, un droit universel qui a été dégagé par le Conseil d'État à la suite d'une analyse qui était la même que celle que faisaient les États-Unis au même moment, la même que celle qui se faisait en Europe au même moment. Et c'est quand même très important de savoir que les droits universels, c'est pas quelque chose dont on se débarrasse à la faveur d'une seule élection. Vous savez combien de séances ont été nécessaires pour arriver à la Déclaration universelle des droits de l'homme 1948 au Trocadéro? 65 séances. C'est extrêmement compliqué. Pourquoi? Mais parce que c'est tous les pays qui sont rassemblés. Il se trouve que la migration internationale, c'est international. Alors évidemment, et qu'en plus, 90% à peu près des flux que nous recevons en France sont alimentés par l'exercice des droits. Le droit d'épouser qui l'on veut. Si vous voulez supprimer le droit d'épouser qui l'on veut, il faut à ce moment-là... C'est notre cas. Oui, mais à ce moment-là, Oui, c'est dans vos vous allez propositions. devoir Vous êtes contre le droit à l'amour. vous allez devoir expliquer aux Américains pourquoi on ne peut plus épouser d'Américaines ou d'Américains. Vous ne pouvez pas inventer, supprimer la migration matrimoniale, c'est comme ça qu'on l'appelle dans certains pays, pour certains pays, pas pour d'autres. C'est totalement impossible. Donc vous pensez que aurez des cette proposition ne représailles. marchera pas, elle n'est pas techniquement possible? C'est totalement irréaliste. D'accord. C'est totalement vraiment irréaliste. la logique de la haine. Refuser le droit à l'amour, refuser les couples. Le droit pour les L'amour n'est enfants. pas le droit, madame. Le droit pour les enfants de vivre avec leurs parents, elle a aussi été quand même est élémentaire absolument comme droit. élémentaire. Je sais Et donc, pas, moi. si vous voulez, alors il est très Quelle important. société voulez-vous? Non, mais je crois qu'il faut rappeler quand même Daniel quelque Simonet. chose. Il faut rappeler quelque chose. Terminé, François. Monsieur Monod, il faut rappeler quelque chose de fondamental. Quels sont les pays qui ont supprimé le regroupement familial, qui ont réussi à abolir le regroupement familial? On n'a que 2 exemples dans l'histoire. Lesquels? On a les pays communistes, avant la chute du mur, qui interdisaient strictement le regroupement familial. Si les femmes tombaient enceintes, elles devaient avorter ou repartir. Donc, il y a des chercheurs allemands qui étudient maintenant la façon dont ça fonctionnait. Et l'autre exemple, c'est les pays du Golfe. Ce sont 2 exemples où le regroupement familial est interdit. Il faut une des forces de coercition considérables pour arriver à cette situation-là. Et si vous voulez supprimer la migration irrégulière, clandestine, Ah, voilà, mais attendez, Parce que vous comment parlez de la voulez-vous... régulière, non, mais ceux qui ont été déboutés, irrégulière et 5 Mais monsieur, 4 à 5 fois plus Monod, importante, monsieur. si vous interdisez le regroupement familial, vous allez avoir des quantités de couples qui vont vouloir se rejoindre, des enfants qui vont vouloir vivre avec leurs parents. Vous croyez que ça ne va pas alimenter l'immigration clandestine? Vous voulez condamner à la fois les portes et les fenêtres. Vous voulez en réalité abolir quasiment l'immigration. Aucun pays occidental au monde ne l'a fait. Donc c'est totalement réalisable et vous ne dites jamais comment vous allez le faire. Sauf que juste nous sommes dans une réponse idéologie. de Daniel Simonet. Et à l'époque du 21e siècle. moi, à l'époque- non, mais attendez, Terminez votre phrase. Terminez votre phrase, Daniel À l'époque Simonet. du 21e siècle, il n'y a plus de raison objective de faire de l'immigration parce que nous n'avons plus de besoins économiques à On va y combler. venir justement cette question. Quand on a 6,5 millions de chômeurs réels en France et qu'il faut que l'État doit apporter des conditions... Non, c'est au cœur du sujet. C'est au cœur du sujet, justement. Parce que la migration économique parce que soit une l'immigration solution, est une mais le composante problème de votre du droit modèle d'asile économique et du que regroupement vous nous avez familial imposé. et du droit à faire des études, ce Alors, sont trois C'est sources d'immigration le grand qui sont patronat qui a parfaitement réclamé légitimes. des bas salaires en France dès les années. Daniel Simonet, vous avez une réponse à faire des Alors, Bourlanges? non, mais d'abord, pour réagir à ce que Jean-Luc vient de Bourlanges, dire une réponse à monsieur, faire non, ce que vient de dire D'accord. d'abord monsieur sur Si le vous avez interpellé tout du à l'heure. Front National, et après je réagirai à cela. Mais le Front National, de toute façon, n'a même pas voté contre la circulaire sur les travailleurs détachés. Et monsieur Jean-Luc Mélenchon n'est absolument pas ambigu, comme vous vouliez le dire. Monsieur Jean-Luc Mélenchon, Par vous êtes- tactique politique. Eh bien, nous avons voté contre. Jean-Luc Mélenchon a voté contre, non pas parce qu'il serait contre les personnes qui contre la essaient de travailler. limitation Nous sommes des totalement travailleurs détachés. opposés à cette exploitation par le biais de cette directive qui permet à un patronat de pouvoir faire un dumping social et faire en sorte que des travailleurs viennent travailler en France ou bien des travailleurs français
se retrouvent embauchés par des entreprises étrangères avec un coût du travail qui n'est pas le même puisque la protection sociale est du pays d'origine. Et d'ailleurs, nous sommes pour l'égalité des droits. Notre République, même sol, même droit. Et nous sommes par exemple pour la régularisation de tous les travailleuses et travailleurs sans papier. Quand vous remémorez les propos de Marine Le Pen que vous nous avez transmis tout à l'heure, où elle veut nous faire croire qu'elle est donc contre la délocalisation sur place et contre l'exploitation par le patronat des travailleurs sans droit. Eh bien, le seul moyen, c'est de régulariser les travailleurs et travailleuses sans papier. Et toutes celles et ceux qui sont surexploités sans même contrat de travail. Limite, et c'est pour ça que nous sommes... C'est pour ça que nous sommes pour renforcer l'inspection du travail et faire en sorte qu'il n'y ait plus d'arbitraire des préfectures. Et d'ailleurs, vous allez avoir vous avez une conséquence directe lorsque vous régularisez les travailleuses et travailleurs sans papier. Vous avez les caisses de la sécurité sociale qui se portent tout de suite bien mieux. Vous avez tout de suite les salariés qui, par leur solidarité, sont en capacité beaucoup plus de rapports de force pour améliorer leurs conditions de travail. Donc l'ensemble des travailleurs ont raison d'être solidaires dans cette lutte. Et donc pour terminer, et ça nous sommes toujours sur les mêmes positions que 2012. Et donc vous voyez ce petit triangle rouge. Les propos que vous avez tenus à mon égard sont totalement scandaleux. Parce que, oui, ce triangle rouge, savez-vous sa signification? Ça veut dire quoi? Il a deux significations, ce triangle rouge. À la fois, c'était la semaine c'était les 3-8, la journée des 3-8, hein, 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs, mais c'était aussi l'étoile rouge, le signe de ceux qui étaient, pendant la Seconde Guerre mondiale, sous le nazisme, qui étaient envoyés, les militants politiques. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi je dis ça? Je suis solidaire des nazis. Parce que, non, Madame, retirez ses propos. Vous avez dit l'inverse. J'ai dit et je maintiens que M. Mélenchon joue avec finesse, car M. Mélenchon, je suis d'accord avec vous, le meilleur, joue avec finesse. Vous nous avez attaqué de manière scandaleuse. Joue avec... Chacun s'écoute. Vous pouvez mettre le mot scandaleux si ça vous fait plaisir. J'ai dit que M. Mélenchon jouait avec finesse de l'ambiguïté. J'en donnerai un seul exemple. La question balte. On voit bien que derrière les travailleurs immigrés, derrière tout ce mouvement xénophobe en France, il y a l'inquiétude devant les populations d'Europe de l'Est. Quel est le discours de Mélenchon lors du débat? C'est de dire les Baltes, rien à faire. Et si les Baltes sont à nouveau dans l'orbite soviétique, dans l'orbite russe, pardon, c'est la tradition. Eh bien, ce manque de solidarité est très précis dans ses conséquences idéologiques, dans ses conséquences sociales. Vous êtes ambigu, madame. Calmement. Voilà. Donc je vais essayer de réagir calmement. Mais je ne veux pas insister. Je comprends que M. Mélenchon fasse de la politique. Non, mais le problème, monsieur, votre... Non, monsieur, dans le passé, c'est ça le problème. On parle de sujets historiques. Il y a 75 ans, madame. Quel rapport avec la problématique du 21e siècle et des flux migratoires qui sont gigantesques et qui constituent un péril mortel pour notre civilisation et notre identité. Péril mortel. Oui, péril mortel. Parce que le Front National... Pour notre civilisation et notre identité française. Qu'est-ce que vous faites contre ça? Parce que le Front National incarne, dans sa volonté de constitutionnaliser la préférence nationale, un péril terrible pour les fondamentaux justement républicains, qui sont liberté, égalité, fraternité. Et donc liberté, égalité, fraternité, d'abord, monsieur Front National. D'abord, monsieur Front National. Quand vous souhaitez, notamment par cette constitutionnalisation, comme a dit Madame Le Pen, empêcher... S'il vous plaît. Empêcher les enfants d'immigrés d'avoir accès à l'école gratuite, publique et obligatoire, comme Madame Le Pen l'a proposé, en voulant faire en sorte que les enfants d'immigrés, eh bien, les 2 premières années de leur scolarité, ce serait à la charge des familles. C'est une aberration. Comme ça se passe dans de nombreux pays dans le monde. Allez en Nouvelle-Zélande, allez en Australie, allez au Canada, allez partout. Vous devez assumer. Vous devez remettre en cause l'aide médicale d'État, comme si les maladies, les microbes fonctionnaient avec des visas. Eh bien, c'est une aberration pour la santé. C'est une aberration pour la santé publique. Parce que la personne soit sans papier ou qu'elle soit de nationalité française, eh bien, si elle attrape la grippe et si vous voulez que le voisin dans le métro ne l'attrape pas, eh bien, mieux vaut le soigner et mieux vaut soigner tout le monde. Une anecdote d'ailleurs sur les bactéries, vous citez. Là, vous soignez le monde entier, madame. Vous soignez des milliards de personnes en France à ce moment-là. Où est votre limite internationaliste comme vous êtes? Où est votre limite? Si vous avez où est la limite des principes fondamentaux républicains que vous piétinez? Si vous avez des dizaines de millions de personnes qui rentrent en France, vous faites quoi, madame? Alors, le contrôle, les politiques de l'Europe forteresse. Les politiques de l'Europe forteresse, l'illusion du contrôle des frontières, et non seulement, une indignité humaine
est un scandale d'un point de vue des principes fondamentaux républicains et le respect du droit d'asile, mais surtout, là où c'est une aberration, c'est un gouffre financier. Si vous voulez, j'aimerais qu'on nous parle... Non, on va voir un sujet, s'il vous plaît. Le contrôle et les expulsions, c'est un gouffre financier. Qu'on revienne sur combien... On va revenir, vous allez voir. Contre, agissons enfin sur les causes. Agissons enfin sur les causes. Arrêtons les politiques de libre-échange qui pillent l'Afrique. Arrêtons les politiques battant en guerre qui provoquent et déstabilisent. Et par contre, assumons l'égalité des droits, assumons le droit d'asile. Parce que sur Paris, encore aujourd'hui... C'est un monologue là. Madame Simonet, terminez s'il vous plaît. Ce que vous dites, vous êtes pour le libre-échange des populations? J'ai jamais été pour le libre-échange. Alors, on va essayer de retrouver nos esprits. Regardez. Il y a une régulation publique qui doit être assurée, elle doit être maîtrisée. L'État et l'Union européenne, qui est une coalition d'États ou une fédération d'États. Non, mais je ne mets pas des barbelés. Moi, je suis pour le respect. Je dis que une société humaine doit respecter un certain nombre de principes. Ceux qui ont été rappelés par Monsieur Héran me paraissent très justes. En revanche, je ne crois pas, comme le disait Michel Rocard, je ne crois pas qu'on tolérera de façon qu'on peut faire fonctionner ni l'humanité, ni l'Europe, ni la France par des transferts massifs de populations africaines ou moyen-orientales qui sont en situation de détresse économique et de détresse politique, et que là, nous avons un devoir collectif de participation à la stabilisation de ces régions. En agissant, en arrêtant le libre-échange sur les causes. Eh bien, c'est ce que je dis depuis longtemps. Mais ce n'est pas, ce n'est certainement pas... Les centristes comme vous ont voté le plan migratoire de 2015 à l'Union européenne. Alors pourquoi vous êtes totalement incohérent dans votre présentation là? Le plan migratoire de l'Union européenne était... Mais je suis désolé, c'est parfaitement logique parce que nous appliquons absolument une politique de volonté. J'ai un sujet pour montrer. Laissez-moi vous le montrer. Vraiment, l'UDF auquel j'appartiens a toujours été opposé à l'entrée de la Turquie. Oui, en France. Toujours. Non. Mais à Bruxelles, vous votez pour. Moi, je vote pour, mais dites au moins, respectez au moins un minimum de faits. Je sais qu'aujourd'hui, vous soutenez M. Macron. Où est la cohérence politique? Je vote pour M. Macron. M. Macron n'est pas favorable à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Et je crois que de ce point de vue-là, ceux qui ont été favorables à l'entrée de la Turquie, ce sont les adversaires de l'Union européenne. D'abord les Britanniques, ensuite tous les eurosceptiques qui ont pris le pouvoir à la fin des années 80, les Berlusconi, les Aznar, etc., qui voulaient dissoudre l'Union européenne. Ceux qui voulaient maintenir l'Union européenne. Contre l'entrée de la Moi, j'ai toujours été contre, comme d'ailleurs Madame Goulard a écrit un livre sur ce sujet contre l'entrée de la Turquie, parce que nous sommes absolument conscient que la Turquie est quelque chose qui est extérieur à l'ère culturelle. Regardez Jean-Luc Bourlange, on va voir des images après ce débat. Il faut quand même passionné. pas mentir. Vous aviez raison, François Héran, d'expliquer dans l'introduction de votre livre que c'est passionnel ce sujet sur l'immigration. Regardez le sujet de Marion Châtelain. C'est l'occasion de s'intéresser aux migrants. Vous savez, cette question qui nous a occupé et qui a occupé l'actualité, les migrants de Calais. Il y a encore un camp à Grande-Synthe. Regardez son reportage sur le terrain aux côtés de l'association Salam. C'est un reportage justement pour découvrir ces migrants et leurs difficultés, soit à rejoindre l'Angleterre, puisqu'une partie souhaite toujours rejoindre l'Angleterre, ou à vivre ici en France. Regardez ce reportage et on va débattre de la question des migrants. C'est un débat évidemment important. Regardez. Depuis 10 ans, Denise est bénévole à Salam, une association du Nord-Pas-de-Calais qui vient en aide aux réfugiés. 4 fois par semaine, entourée d'une équipe d'une dizaine de bénévoles, elle prépare à manger pour quelques centaines de réfugiés vivant sur le camp de Grande-Synthe. Comment on procède? Écoutez, on met en route le matin tôt, on vient à 7 heures. Et puis après, tout le monde arrive, donc épluchage de légumes, pommes de terre, carottes, tout ce qu'on a, ça dépend ce qu'on a aussi. Les arrivages. Grande-Synthe, seul camp dit humanitaire en France, compte à ce jour 1634 réfugiés, kurdes, irakiens, afghans ou encore syriens, parmi lesquels de nombreuses familles. Ici, pas de tentes, les réfugiés dorment dans des cabanes en bois. Ce qu'ils appellent des shelters, qui sont numérotés et dans lesquels ils vivent, alors ça dépend, à 2, à 4, à 6, quelquefois plus. C'est la petite cabane de jardin. Ils dorment par terre sur des couvertures, parce qu'il n'y a pas de place pour mettre des lits. Quand on est 6 dans une cabane comme ça, c'est impossible. Distribution de nourriture, école pour les enfants, les associations rythment la vie du camp et les bénévoles comme Denise sont reconnus.
You must not go to hospital? No. Why? Yes, too late now. You must go quickly because you must have a radio. Food? Yes, yes. C'est parce que ce monsieur, je l'ai vu hier avec Médecins du Monde et il devait partir aujourd'hui à l'hôpital pour passer une radio. Yes, but after you must go. You must go to hospital today, okay? Offrir des conditions de vie dignes et humaines, un choix défendu par la municipalité dès l'ouverture du camp. Mais pour les réfugiés, vivre sur une bande de terre coincée entre autoroute et chemin de fer, c'est surtout osciller entre attente et ennui. Mustapha, jeune docteur de 27 ans, a quitté l'Irak il y a quelques mois. Persécuté et menacé de mort pour ses convictions athées, il a fait une demande d'asile en France. Arrivé il y a un mois sur le camp, il doit déjà faire face à l'ennui. Quand on parle des conditions de vie, on devrait mentionner le côté psychologique. Les gens ne font rien et sont énervés. Je pense que c'est la chose la plus dévastatrice ici. Un aller simple vers la France pour ce jeune homme qui souhaite y commencer une nouvelle vie. Ma priorité, c'est de sortir du camp et ensuite d'apprendre le français. Je veux apprendre, mais nous avons des problèmes ici. Par exemple, on ne peut pas charger nos téléphones et la connexion Internet est très mauvaise. Donc on ne peut pas apprendre. Partir pour aller en Angleterre ou s'installer en France, tous ici en rêvent. Depuis le démantèlement de la jungle de Calais, le nombre de réfugiés y a plus que doublé. En mars dernier, la mairie a évité la fermeture du camp de justesse, mais s'est engagée à réduire le nombre de réfugiés de moitié. Le maire dit toujours que le camp n'a pas vocation à être pérennisé. Même un camp humanitaire en France n'est pas une solution. C'est absolument anormal d'avoir dû créer un camp humanitaire. La vraie place des personnes n'est ni dans les jungles, ni dans les camps. Ça reste un accueil digne dans les structures d'hébergement que l'État doit mettre en place. L'État s'est engagé à financer jusqu'au 31 août ce camp aux normes internationales. Au total, 6 millions d'euros seront déboursés. Bernard Monod, je vous pose une question simple. Il y a eu ces flux de migrants. Marine Le Pen expliquait que, et c'était un élément factuel, quelques terroristes s'étaient glissés dans ces flux de migrants. Est-ce qu'il faut ces hommes et ces femmes, parce qu'il y a quelques femmes dans le camp de Grande-Sainte, est-ce qu'il faut leur donner la possibilité de travailler, c'est-à-dire de permettre à notre économie de pouvoir pourvoir à des emplois qui aujourd'hui ne sont pas pourvus? Est-ce que vous êtes opposé à ce que ces migrants, qui, bien sûr, pour ceux qui veulent rester en France, qui veulent s'installer en France, leur donner la possibilité de travailler? C'est un débat essentiel parce que ces hommes, là, sont dans ce camp, dorment dans leur cabane, mais ne peuvent rien faire d'autre que d'attendre. Oui, on ne veut pas qu'ils travaillent. Vous ne souhaitez pas qu'ils travaillent? Quand on a 6,5 millions de chômeurs français qui réclament un emploi, un salaire décent, il n'y a pas de raison 3,8 millions de faire entrer des étrangers, très large, hein. quelles que soient les raisons, y compris, ils sont là, mais c'est passager, monsieur. On parle du droit d'asile, là, on est bien d'accord, hein, c'est ça. Quand la Syrie sera stabilisée, c'est-à-dire qu'au bout de 18 mois, ou ils restent, ou ils s'en vont. On sait très bien que malheureusement, ils restent, même quand ils sont déboutés du droit d'asile. Bon, c'est ça la problématique, c'est que vous ne contrôlez plus rien du tout avec votre schéma. Il faut sortir de l'espace Schengen, c'est vital pour nous. Voilà, et pour notre... Mais excusez-moi Bernard Monod, pour être concret, ces hommes qu'on a vus dans le reportage de Marion, on en fait quoi très concrètement? Est-ce que vous, si vous êtes... Bernard Monod... Le Royaume-Uni n'en veut pas, monsieur. Ben oui, eh bien... Et ils ont raison. Eh bien, nous, ils veulent contrôler, savoir qui rentre chez eux. Qu'on soit dans l'espace Schengen ou pas, ils veulent nous quitter et ils sont obligés de rester. C'est les accords du Touquet, je vous précise. C'est totalement absurde comme approche. Il y a des accords, Bernard Monod. Ils sont bien hors de l'espace Schengen au Royaume-Uni. Vous en pensez quoi, Daniel Simonet? Est-ce que ces hommes doivent travailler pour des raisons... On ne peut pas s'en débarrasser. Pour des raisons économiques. Oui, on a toujours défendu et nous continuons de défendre le fait de permettre le droit de travailler aux demandeurs d'asile pendant l'étude de leur dossier de demandeur d'asile. C'est extrêmement important en termes de reconstruction, de dignité, de reconstruction de soi. Moi, j'avais passé une journée à Calais, j'étais d'ailleurs frappée par l'importance et la fierté de celles et ceux qui avaient réussi à redévelopper leur activité professionnelle en solidarité avec les autres. Et c'est extrêmement important. Ensuite, sur la directive du Touquet, mais il faut l'accord du Touquet. L'accord du Touquet, pardon, il faut remettre en cause l'accord du Touquet.
ça n'est pas à la France de gérer les frontières de l'Angleterre. Celles et ceux qui souhaitent aller en Angleterre, eh bien, à l'Angleterre d'assumer. Mais on est toujours concrètement, non, je suis en désaccord avec les accords qui amènent finalement à payer économiquement que d'une politique sécuritaire et à dépenser des moyens colossaux en politique sécuritaire, alors que la France a tout à fait les moyens de pouvoir garantir l'accès à l'asile, l'accès à l'hébergement, l'intégration dans l'égalité des droits. La France n'a pas les moyens, madame. Quand on a 200 milliards d'euros de dette, la France est ruinée. Voilà. Juste une phrase. Une phrase de François Héran, qui est très calme. La France, pour moi, c'est bien plus les 80 milliards d'évasion fiscale. C'est bien plus. Bien sûr, sauf que vous ne ferez rien parce que vous attaquerez pas la racine du problème capitaliste et de la finance. Regardez ce que nous avons voté au Parlement européen. François Héran. Et vous direz le contraire. Juste un chiffre, Jean-Louis Bourlange. Juste un chiffre pour François Héran qui nous écoute avec passion. Il reste 320 000 offres et patience, mais aussi avec passion. On peut écouter avec passion. Il reste 320 000 offres non pourvues selon les chiffres du MEDEF. Donc ça, c'est chiffres MEDEF. 190 000 en 2015 selon Pôle Emploi. Je pense que mes chiffres sont bons. Et cela presque 10 ans après la mise en place du dispositif limitatif de la liste des métiers pour l'immigration professionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le chercheur, sur cette idée que on pourrait aussi, et l'Allemagne l'a fait en accueillant ces migrants, ces 800 000 migrants, alors que la France n'en a accueilli, dites-vous, je crois 24 000, permettre à ces hommes de travailler, de relancer notre économie. Est-ce que ça a un sens? Alors d'abord, il faut rappeler que les demandeurs d'asile peuvent maintenant travailler après 9 mois. Hein, c'est une mesure récente. Ça aussi, c'est pas très rappelé. Enfin, moi, j'ai quand même écouté, là, entendu beaucoup d'outrance, beaucoup d'exagération. Bon, d'abord, il n'y a pas 6,5 millions de chômeurs en France. Je suis désolé, je sais très bien comment vous faites votre calcul. Non, attendez. Permettez que je m'exprime maintenant durablement sur ce sujet. Donc, regardez un peu la façon dont l'INSEE explique très clairement comment tout ça est calculé. Moi, j'ai accompagné des enquêteurs de l'enquête emploi sur le terrain. Quand vous avez une femme qui aimerait bien travailler, mais elle n'est pas vraiment disponible, elle doit garder les enfants, etc. Est-ce qu'elle est chômeuse? Est-ce qu'elle n'est pas chômeuse? C'est la faute des chômeurs s'ils sont tous chômeurs. Non, c'est extrêmement compliqué. Il y a une définition internationale du Bureau international du travail sur le chômage qui est appliquée par l'INSEE. À quoi l'INSEE ajoute ce qui s'appelle le halo du chômage. Bon. Des gens qui sont disponibles pour travailler ou qui ne sont pas disponibles, qui ont rectification sur ce chiffre. Non, mais je veux dire, donc on est plutôt à 2,8 millions, on est à 10% de la population active. Vous y ajoutez. Mais oui, non, mais vous poussez toujours votre système. C'est ça. Votre système, c'est sans cesse de pousser. Est-ce que je peux m'exprimer continuellement sans être interrompu? Mono, c'est monopole, c'est ça? Non, allez-y. Bon, alors allons-y. Ça, c'est un punchline, je vous le dis. Vous poussez le curseur sans cesse à fond, toujours, n'est-ce pas? Vous allez au maximum. Arrêtez, stoppez l'immigration. Il y a 6,5 millions de chômeurs. Les immigrés prennent le travail des Français. C'est une des choses qui a été le plus étudiée par les économistes, mais dans le monde entier, en France et pas seulement, il y a une segmentation du marché du travail qui est vraiment très forte, et l'idée qu'il y aurait un gâteau à part, en quantité fixe de travail, n'est-ce pas? Et que quand les migrants prennent une partie, forcément c'est pris aux Français, c'est une vision de l'économie, mais complètement décalée. Lisez par exemple Jean Tirole, notre prix Nobel d'économie, l'économie du bien commun, c'est extrêmement intéressant de voir allonger n'est-ce pas, avancer l'âge à la retraite, bloquer l'immigration, changer les heures de travail, etc. Ça n'a aucun effet sur l'emploi. Bloquer l'immigration n'a pas d'effet sur l'emploi. Pourquoi? Mais parce que ce sont des marchés du travail qui sont tout à fait différenciés. Est-ce qu'à l'inverse, et donc, on relance notre économie? Du coup, ça n'est pas parce que nous avons 0,3% de taux d'immigration chaque année, c'est ce que représente à peu près, n'est-ce pas, les migrants par rapport à l'ensemble de la population chaque année. Sur cet ensemble, il n'y a même pas, n'est-ce pas, 10% qui sont au titre du travail. Ensuite, vous avez 100 000 personnes qui se présentent sur le marché du travail qui appartiennent à d'autres motifs de travail. Donc, mais s'imaginer que bloquer l'immigration, ça va forcément diminuer le taux de chômage est une erreur, mais profonde. C'est une erreur empirique et théorique profonde qui n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, là, il faudrait se documenter un petit peu. Moi, ce qui me frappe beaucoup, quand je lis l'ensemble des textes qui ont été écrits par le Front National sur l'immigration, c'est leur incroyable amateurisme. Ça fait 30 ans que vous abordez le sujet, ça fait 30 ans que vous, soi-disant, vous discutez du sujet, mais finalement, c'est un incroyable amateurisme. Par exemple, la façon dont M. Philippot a tout à coup passé de 10 000 par rapport à 200 000, donc réduire les 200 000 la proposition actuelle. Migratoire, monsieur, on parle pas de naturalisation.
Je ne parle pas des naturalisations, je parle des titres de séjour qui ont été... Oui, confondez titres de séjour et naturalisation. Je ne sais pas ce que vous alliez dire, mais j'allais vous devancer. Je parle des 200 000 titres de séjour délivrés chaque année à des non-européens. Marine Le Pen a déclaré 10 fois, 100 fois qu'il fallait absolument réduire ces 200 000 à 10 000. Du jour au lendemain, M. Philippot dit « Ah ben non, ça n'est pas les entrées, c'est le solde migratoire. » Le solde migratoire des étrangers, l'INSEE l'a calculé, il l'a publié en octobre 2015, c'est 150 000. Alors divisé par 15, 150 000, ou divisé par 20, 200 000, c'est la même chose. Ce sont deux solutions tout aussi irréalistes l'une que l'autre. Jean-Louis Bourlanges, c'est totalement... et vous répondez, je vous promets, mais juste un mot. On est quand même mis en cause, je voudrais quand même et répondre. vous allez répondre. Très court, je vous promets que vous répondrez tout à l'heure comme Daniel Simonet a pu répondre à Jean-Louis Bourlanges. Sur cette question économique, c'est vrai que Marine Le Pen explique que un immigré qui ne rentre pas, c'est un emploi sauvé pour les Français qui auront cet emploi. On entend le chercheur François Héran qui dit que ça ne marche pas comme ça. D'une façon générale, je crois que ce débat illustre une chose, c'est à quel point les passions sont vives, parce que c'est un sujet qui est vécu de façon extrêmement forte de part et d'autre, et je comprends très bien pourquoi, et en même temps, le traitement par un gouvernement responsable de ces problèmes demande beaucoup d'humilité, beaucoup de patience, beaucoup de modération, le maintien, et c'est extrêmement difficile, et ça ne peut être conçu que sur le très long terme. Et je crois qu'il faut vraiment reprendre raison, alors même que le débat est fortement passionnel. Mais est-ce que l'Allemagne a eu raison, par exemple ? Moi, je suis très sensible à ce que vous dites, parce que je mesure très bien la qualité de votre combat et votre engagement. Je n'ai pas voulu d'ailleurs dire des choses atroces sur Mélenchon. J'ai dit simplement qu'il a rectifié son discours d'une façon assez politicienne, ce que je comprends. Mais au-delà de cela, je crois que nous sommes en face d'un défi qui est le défi de vraiment la transformation totale de l'Afrique, la transformation totale du Moyen-Orient et la nécessité pour nous d'accueillir ceux qui doivent être accueillis, non pas à cause de nous, parce que non, nous en Libye, en Irak, arrêtez. On n'a pas mis le bazar. Je sais bien qu'à chez Le Pen, vous avez des rêves colonialistes, etc. C'est fini. Ce sont des États émancipés. Ce sont des États émancipés. Ce sont des États qui ne trouvent pas forcément leur équilibre. Le Moyen-Orient est en situation de profonde déséquilibre. Non, mais laissez. Jean-Louis Bourlanges, moi j'avais une question plus pragmatique. Est-ce que l'Allemagne, excusez-moi, et vous allez répondre. Est-ce que l'Allemagne a eu raison d'accueillir ces migrants, de leur offrir un travail ? J'ai lu que le PIB allemand se portait fort bien et que grâce à ces migrants, l'économie allait pour le mieux. Il y a deux choses. On est à front renversé ce soir. Il y a trois choses sur l'Allemagne. Premièrement, je crois que Mme Merkel a eu raison d'honorer les engagements internationaux qui sont ceux signés par l'Allemagne, signés par la France, etc. Deuxièmement, je crois qu'elle a eu tort de claironner d'une façon à une espèce d'appel à l'immigration qui était, à mon avis, dangereusement contre-productif, notamment vis-à-vis des pays d'Europe centrale orientale qui l'ont pris pour une provocation. Et troisièmement, je crois que le problème économique des Allemands par rapport aux migrations n'est pas le même que le nôtre. Les Allemands sont dans une situation démographique tout à fait préoccupante et ils ont un besoin économique. C'est sans doute cela qui explique l'illusion de Mme Merkel qui a cru qu'elle pouvait effectivement entonner, si je puis dire, les trompettes de la renommée sans avoir d'inconvénients. En fait, il y a un problème, et là il ne faut pas le nier, il y a un problème anthropologique profond. L'intégration de populations musulmanes est difficile, ça implique des efforts, ça implique de l'argent, ça implique des services publics qui fonctionnent de façon bien meilleure, que ce soit en police, en justice, en éducation, en formation, en urbanisme, bien meilleure qu'aujourd'hui. Donc il faut en fait investir, car le problème, c'est pas les 200 000, c'est les 5 millions. Non, mais on peut faire beaucoup mieux. Ce sont les 5 millions de mal intégrés. Les 5 millions de mal intégrés, c'est ça le problème. Et on ne va pas ni les sortir, ni les fusiller. Donc il faut les intégrer et faire ce qu'il faut pour. Et les 500 terroristes qui sont basés en France. Bernard Monod, c'est exactement le sujet. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'agiter le chiffon rouge ? Qu'est-ce que vous racontez ? Pour ça n'a rien à voir avec ça. Sur le chômage, il nous parle du bureau international. Non, mais attendez. Il nous a parlé de la première catégorie, il y a 5 catégories. On vous invite au chômage. Des quatre suivantes. Bon, la deuxième, c'est qu'il y a eu un sondage au mois d'août. Catégories du BIT, du Bureau international du travail. Vous confondez les catégories de l'agence de l'emploi. Un chômeur, c'est un chômeur, monsieur. L'INSEE, au titre. Il n'a pas d'emploi. Monsieur, l'INSEE, par l'enquête emploi, utilise la définition internationale du Bureau du travail qui est reconnue dans tous les pays du monde entier. Mais vous parlez que de la première. Mais non. Or, ceux qui sont dans les quatre catégories, ils existent bien, ces gens-là. Ils ont besoin de manger, de dormir, d'avoir un logement. Les autres catégories, d'autre part, vous ne comptabilisez jamais les chômeurs qui sont en outre-mer.
revenir sur l'immigration. Oui, bien sûr. Deuxièmement, moi je constate qu'il y a eu... Allez-y, votre deuxièmement sur l'immigration, parce que sinon on n'aura pas le temps. Il y a eu quand même un sondage d'opinion au mois l'été dernier, en 2016, avec des Français qui trouvent que l'immigration ne constitue pas une bonne chose pour la France. Je l'ai vu passer ce sondage. Voilà. Donc il y a quand même 90% des Français qui rejettent votre politique. C'est ça qui est la réalité. Mais moi je n'ai aucune... Enfin, l'année 2015 a été une année extraordinaire qui a donné raison sur toute l'approche politique et visionnaire du Front National. Vous avez eu Monsieur Constantio, le numéro 2 de la BCE, vous avez eu Madame Lagarde du FMI, vous avez eu Monsieur Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques, qui ont tous reconnu qu'ils avaient besoin du plan B de migration parce que leur modèle économique ultralibéral était en train de s'effondrer et qu'il faut et mondialiste et qui bien entendu et qui a fait rentrer des flux migratoires pour venir soutenir la démographie et soutenir la croissance économique. Ils l'ont même chiffré à 0,2 ou 0,3%. Est-ce qu'il aurait pris le travail des... C'est exactement ce que disait le Front National depuis près de 40 ans. Voilà. Donc c'est un aveu immigrationniste. Écoutez, je crois que cette histoire d'aveu que vous répétez régulièrement... Non, mais nous l'avons dit. Attendez. Les dirigeants européens et Mondiaux qui le disent. Les dirigeants européens... Dites-nous sur le plan économique. Et Daniel Simonet. Les dirigeants européens constatent que dans un certain nombre de pays, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas des pays de l'Est, qui n'ont pas d'immigration et qui finalement, que d'ici 50 ans, selon les projections démographiques les plus conservatrices, enfin les plus simples, il y aura une baisse de la population active dans ces pays-là de 5, 40, 45%. Mais si. Vous savez, personne n'en sait rien. Non, j'ai les sondages. Personne. Vous êtes en train de semer une confusion. Vous êtes en train de semer une confusion. Il y a des chiffres quand même. Il s'agit de projections. Qu'est-ce que vous racontez? Monsieur on parle de prospective, là, monsieur. Monsieur Monet. Non, ce n'est pas de la prospective. On parle de prospective à 40 ans, monsieur. Non, ce sont... La démographie, on peut monsieur... Terminé, François Héran. Je vais vous dire une chose. Quand on fait des projections, alors là, vous ignorez le b.a.-ba des projections démographiques. Bien sûr, j'ignore beaucoup de choses, mais en attendant, moi, en 2008, j'ai annoncé la crise. Est-ce que parmi vous, vous avez annoncé la crise ou les économistes Tout le monde a annoncé la crise. Personne n'a prévu la date. J'aimerais bien pouvoir terminer. Terminez, François Héran. J'aimerais bien pouvoir terminer, monsieur. Lorsqu'on fait des projections démographiques, il y a des choses extrêmement solides dans les projections, il y en a d'autres qui sont moins solides. Ce qui est solide, non mais c'est le b.a.-ba, il faut l'apprendre. Ce qui est très solide, c'est par exemple la part des personnes âgées, d'ici 50 ans, la part des plus de 60 ans. Ils sont tous déjà nés, et il y a très peu de migration à ces âges-là, donc on a une idée extrêmement précise de ce que sera le vieillissement de la population d'ici 50 ans. Donc vos chiffres, une chose extraordinairement pas Et dans le passé, quand on regarde rétrospectivement ce qu'ont donné les projections démographiques du passé sur le vieillissement actuel, elles ont été parfaitement correctes. Sur le nombre d'enfants, on connaît déjà une partie de l'histoire, puisque sur les 30 prochaines années, le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants est déjà connu. Leur comportement change un petit peu, mais ça ne modifie pas radicalement l'ordre de grandeur. C'est les flux migratoires sur lesquels personne, et moi j'ai jamais prétendu, personne ne peut faire de projections. Mais sur le vieillissement des populations, c'est-à-dire sur la baisse de la population active, ça, on peut l'imaginer. Dans un scénario donc sans il ne peut pas être migration, contesté. c'est la partie la plus solide des projections. Daniel Simonet. Il est tout à fait contestable scientifiquement. Vous le contestez. Moi, je réfute ce que dit. Vous contestez cette idée que dans 40 ans... Vous êtes anti-science. Non, oui, enfin vous n'êtes pas vraiment scientifique. Je suis très humble en la matière. Juste faire des prospectives à 40 ans, c'est bidon. Voilà. Daniel Simonet. Alors ça, je voudrais pas. Daniel Simonet. C'est une des rares sciences qui peut se faire. Jean-Louis Bourlange. Constante d'aujourd'hui. Regardez Daniel Simonet. Mais dans 3 ans, peut-être que les paramètres auront changé. Donc, monsieur, forcément, il y a une chose que vous ne comprenez pas. Soyez modeste. Je suis la seule femme, je veux voir Daniel Simonet. C'est un point essentiel. Je ne peux pas laisser dire que les projections démographiques sont bidons. Pourquoi? Parce que les pyramides des âges, ça contient. Vous défendez l'aspect scientifique. Non, attendez. Mais non, les pyramides des âges, ça contient une formidable inertie. Quand les personnes naissent, elles sont là pour 100 ans dans la pyramide des âges. C'est à cause de cette formidable inertie de la structure des pyramides des âges que nous sommes capables de faire un peu de démographie, c'est important de faire de la démographie. Et si on ignore les bases fondamentales de la démographie et de la projection démographique, alors on a une volonté de pouvoir qui s'exerce sans savoir. Avant de nous quitter, c'est dramatique. Merci François Héran. Juste dans mes notes, Daniel Simonet, sans vouloir énerver tout le monde et relancer le débat pendant 1 heure, c'est une petite phrase qui a été écrite par Pierre Laurent.
l'orientation, il parle de Jean-Luc Mélenchon, qu'il a progressivement choisi, est de caresser les nationalistes dans le sens du poil. Avant son score de 12% à la présidentielle, il n'avait pas son autonomie ni la légitimité du suffrage universel. Maintenant, c'est le cas, donc il se permet de tenir de tels propos. Pierre Laurent. Oui, et vous avez remarqué que Pierre Laurent est quand même très impliqué dans la campagne. Non, mais Jean-Luc Mélenchon pour d'autres raisons. Non, mais alors, moi, je vais vous dire une chose. Non, mais ça, je vais vous dire une chose. J'avais pris cette note et je voulais juste vous la soumettre. Je vais vous dire une chose. Si je comprends. Je vais vous dire une chose. Pour agir sur les causes. Nous, on a fait un livret de l'avenir en commun pour justement prolonger le travail programmatique de l'avenir en commun, le programme de la France Insoumise, à travers des livrets thématiques. Et un livret thématique, respecter les migrants, régler les causes des migrations. Et j'invite vraiment toutes celles et ceux qui nous écoutent à aller regarder sur le site jlm2017.fr et à télécharger ce livret. D'accord. Pour pouvoir agir Propositions, sur les causes. Parce que pour les propositions concrètes, par exemple. Très court, s'il vous plaît. Oui, très court. L'immigration forcée dans le monde, c'est une problématique mondiale du fait des réfugiés climatiques, des politiques de libre-échange et des politiques de déstabilisation va-t-en-guerre qui sont extrêmement problématiques. Et donc pour pouvoir rompre avec cela, il faut totalement réorienter nos politiques. Oui, arrêter les échanges type CETA, TAFTA et arrêter les réformes structurelles qui sont imposées aux pays d'Afrique, qui leur met la corde au cou et qui facilite l'implication des multinationales. Empêcher que ces jeunes quittent leur pays. Faire voilà ce que une vous politique dites. de co-développement. Par contre, ici, sur notre territoire de la République, même sol, même droit. Il faut absolument l'égalité de vote proposé par François Hollande en 2012. Exactement. Respecter le droit d'asile et régularisation de toutes les personnes travailleuses, travailleurs sans papier, se préoccuper des mineurs isolés étrangers, garantir les conditions d'accueil, c'est Je voulais juste vous soumettre ce vote, je vous donne la parole 10 secondes, le vote JDD, c'est 15 000 personnes qui ont cliqué, donc ça pèse. Oui. Regardez, c'était la question, l'immigration a-t-elle un impact positif sur l'économie? Et les Français, enfin ceux qui ont cliqué, à 5500 disent non à 56%, et oui à 44%. Bernard Monod, pour conclure, un dernier mot. Préciser que pour nous, l'immigration de masse, c'est la fin du système de protection sociale des Français. Les Français doivent le savoir. Non. Bon, ça sera le dernier mot. Non, ça ne sera pas le dernier mot. Ça sera pas le dernier mot. Les Français sont inquiets et ils ont tendance à trouver des causes simples à des problèmes compliqués. C'est ça, et la difficulté de l'immigration, c'est que c'est un problème extrêmement complexe qui appelle des solutions à long terme. Et il est tout à fait normal que les Français voient une sorte de diable dans cette immigration, mais ça n'est pas la réponse et le devoir des hommes politiques et des femmes politiques est de corriger cela, de répondre par des solutions rationnelles, de poser rationnellement les problèmes et de trouver des solutions à long terme plutôt que de hurler avec les loups. J'aurais juste une dernière formule. Je pense que la solution n'est ni toute humanitaire ni toute sécuritaire. Le problème est compliqué. Nous sommes tous divisés. Nos propres cerveaux sont divisés. Il faut éviter toutes les formules outrancières, toutes les solutions qui consistent à pousser le coup. Ça sera le dernier mot. Soyons d'abord et avant tout des humanistes. Voilà, merci. Dernier mot, Daniel Simonet. Et je vous invite à lire ce livre avec l'immigration qu'il faut d'ailleurs envoyer assez rapidement à tous les hommes politiques qui sont dans cette campagne présidentielle. Et les femmes et hommes politiques. Je vais faire tirer les oreilles. Mesurer, débattre, agir avec l'immigration. Édition de la Découverte. C'est un livre très riche, très intéressant et qui va intéresser les hommes et femmes politiques. Je ne vous le donne pas car je l'ai annoté et écorné. Merci François Héran. Merci Bernard Monod pour le Front National. Merci Daniel Simonet pour la France Insoumise. Merci à Jean-Louis Bourlange, un homme libre. Merci à vous quatre. Demain, pas que lui, tout le monde est libre sur ce plateau, bien entendu. Demain, on s'intéresse aux débats télé. Vous savez, ces débats télé qui, depuis 1974, ont-ils une influence sur le vote des Français? Peut-être. En tout cas, la réponse demain soir, je serai là. Bonne soirée. À demain.